Benoît Issette, je suis très heureux de vous rencontrer à travers nos écrans virtuels qui sont beaucoup moins conviviaux que les guichets qui, dans la vie professionnelle, vous ont séparé pendant plusieurs années des clients du bureau de poste dans lequel vous étiez guichetier. Et je fais cette introduction parce que vous venez de publier un ouvrage très, très émouvant, très touchant, bouleversant parfois, poétique souvent, humain toujours, qui s'intitule Carnet d'un guichetier ou l'étonnante ordinaire. Et ce guichetier, c'est vous, et ce guichet, c'est celui d'un bureau de poste. Alors, ma première question sera sur la démarche, le cheminement qui vous a conduit après avoir rencontré autant de clients avec des démarches très, très différentes l'une de l'autre, puisque à la poste, on va pour un peu de tout. Comment est-ce que vous avez commencé à écrire et qu'est-ce que le fait de commencer à écrire vous a appris sur vous et sur eux? Euh, Au départ, il n'y avait absolument pas l'idée d'écrire un livre. Ça me semblait, disons, pour ma part, hors de portée. C'est un préjugé que j'avais. Mais au fur et à mesure des rencontres, et surtout vers la fin, disons, des dernières années à la Poste, eh bien, j'ai été surpris de voir que certaines rencontres me rejoignaient vraiment pleinement dans une recherche de sens, disons, ou de ce que peut être la beauté. Hein. La beauté, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça peut être un chef-d'œuvre. Et donc, je cherchais en fait un petit peu ailleurs, partout ailleurs que dans un bureau de poste, parce que a priori, dans un bureau de poste, je ne m'attendais pas à beaucoup de révélations, disons, quoi. Mais, euh, mais au fur et à mesure, à force de voir certains clients revenir et encore au fil des mois, des années, donc voilà, j'ai été surpris de voir comment, dans un endroit si anodin, si public, un bureau de poste, où la conversation est brève, comment, malgré cela, j'ai été soulevé par des rencontres qui m'ont rejoint totalement. Et j'ai vécu des rencontres que je ne voulais absolument pas oublier. Et pas pour leur côté anecdotique, parce que ça reste banal, mais pour l'étrangeté que ça m'a permis de vivre, le bien-être que ça m'a permis de vivre, et je ne voulais pas l'oublier. Alors c'est pour ça que je l'ai écrit, et en l'écrivant, je me suis rendu compte que le fait de l'évoquer, eh bien, ça me permettait de vivre un peu plus complètement la rencontre, comme si la rencontre s'achevait par le fait de l'écriture. Alors ça m'a donné envie ben oui, d'écrire encore celui-là, parce que cette rencontre-là était quand même drôlement étonnante, et voilà, ça a formé 30 rencontres. Voilà, il y a 30 rencontres, effectivement, 30 portraits qui sont effectivement, comme vous le disiez, aussi des autoportraits, parce que c'est un peu vous, votre personnalité. Nous ne nous connaissons pas, mais j'ai l'impression, après avoir lu les 30 portraits, que je vous connais autant que je connais chacune des 30 personnes. Pas connaître au sens d'une connaissance objective, mais connaissance d'une sensibilité. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous évoquiez la manière dont votre démarche vers une certaine forme de beauté qui apparaissait dans cette manière de rendre compte de ce que vous viviez. Et dans un de vos récits, dans un de vos portraits, vous évoquez le travail de Matisse, de préparation de Matisse, la préparation que Matisse consacrait avant de passer à l'acte de peindre. J'aimerais que vous nous racontiez comment cet épisode-là est venu dans le récit. Il vient à peu près au milieu du récit et vous racontez finalement comment il y a une proximité entre cette recherche de beauté qui nécessite une préparation chez Matisse et vous aussi. Oui,
j'avais été intéressé par ce que dit Mathis de sa démarche, parce qu'il explique en détail comment il s'y prend. Et alors, je me suis dit, tiens, mais voilà, mais au guichet, il y a quelque chose d'un peu semblable éventuellement, c'est-à-dire qu'on répète chaque fois des actes euh, voilà, de professionnels qui, à force d'être répétés, sont un petit peu comme le dessinateur qui s'exerce et fait tout le temps le même dessin pour le maîtriser et pour que sa main en ait une parfaite connaissance. Eh bien, et à force de faire et de refaire la même chose, on se libère un peu de l'acte en lui-même et ça donne à l'esprit éventuellement une disposition que dans d'autres cas il n'a pas. Et alors Matisse dit qu'alors à ce moment-là, il fait confiance à sa main pour le dessin et il laisse venir ce qu'il ignore encore de lui. Et peut-être qu'au guichet, toute proportion gardée, mais pourquoi pas, nous laissons, il y a une certaine liberté qui alors peut advenir et on fait place un peu à l'inattendu, à la surprise éventuellement, qui vient ou qui ne vient pas. Et, euh, et, et voilà, je ne suis pas Matisse, mais voilà, mais chacun a une expertise et ça permet de se libérer de l'acte lui-même. Alors, ce que j'ai, et je vous le soumets, donc je ne suis pas sûr que ce que j'avance va être confirmé par vous, mais il me semble que dans chacun des portraits que vous faites de celles et ceux qui viennent à votre guichet, vous cherchez aussi une manière d'interroger ce qu'il y a d'humain en eux, mais aussi ce qu'il y a de profondément humain et indéfinissable dans la relation qui se noue entre vous et eux. Oui, un petit peu comme une recherche, mais vraiment qui n'est pas laborieuse, quoi, de qu'est-ce que c'est notre condition humaine, disons. C'est un grand mot, la condition humaine, mais on le vit à travers des choses toutes simples, et voilà, et de pouvoir laisser advenir un peu, euh, voilà, notre condition humaine. J'ai l'impression, ou voilà, la conviction que les clients m'ont aidé à me révéler quelle est mon humanité. Voilà. Euh, mais à travers des choses toutes simples. Et parce qu'on est différents les uns des autres. Et la prise de conscience de nos différences, c'est une manière de révéler à chacun que voilà, qu'il est plutôt comme ceci et pas comme cela. Et que ça lui est propre. Et ça, c'est intéressant de le trouver. On voit aussi dans plusieurs de vos récits l'importance de ce lieu qui est un lieu qui pourrait être considéré comme banal, comme un bureau de poste, dans la capacité qu'il a d'accueillir des liens qui se nouent entre vous et vos collègues guichetiers, j'imagine, mais vous en particulier, et ces personnes qui viennent parfois, on se demande si elles ne viennent pas simplement pour faire le geste de venir vous voir. Alors je pense à ce monsieur dont j'ai oublié le nom qui vient retirer 1 ou 2 euros ou bien vérifier si son compte est toujours bien alimenté. On sent que ce sont des personnes éminemment modestes et donc la richesse qu'ils viennent chercher est la richesse du contact avec un être humain qui se trouve de l'autre côté du miroir, j'allais dire, de l'autre côté de la vitrine, de la vitre du guichet. Oui, oui, c'est vrai que il y a même un jour un client qui m'a dit, mais c'est un confessionnal ici. Il m'a dit ça. C'est un lieu un peu neutre, le guichet. Alors, voilà, peut-être que parfois une parole se dit plus facilement parce que, voilà, c'est un petit peu hors contexte. C'est une sorte d'intervalle dans la journée. Euh, oui. Monsieur Jam, dont vous parlez, voilà, je pense qu'il venait surtout pour une poignée de main, pour un regard, pour un ton de voix, pour s'entendre dire bonjour, Monsieur Jam, et que ce bonjour était, voilà, sincère, tout simplement. Et, mais
bénéfices éventuellement qu'il a retirés, moi je les retirais certainement tout autant. Voilà. Alors c'est un livre littéraire, ce n'est pas un livre documentaire sur la vie d'un guichet ou sur la vie d'un bureau de poste, c'est vraiment un livre littéraire et je veux dire par là qu'il y a une véritable écriture. Et c'est une écriture que vous pratiquez avec beaucoup de sobriété dans la formulation, ce qui fait que ça lui donne une force très, très grande, une très grande capacité d'émotion. Et je pense en particulier à certains portraits que vous faites où vous créez aussi des néologismes, comme par exemple cette Madame Zimmer dont vous dites qu'elle vous en sourit. Et je trouve qu'il y a plusieurs autres, je ne les ai pas toutes notées, mais il y a plusieurs autres manières de dire avec des mots nouveaux ce que vous apporte la visite de l'une ou l'autre ou de l'un ou l'autre de vos clients. Comment avez-vous travaillé l'écriture de chacun de ces textes? Oui, les quelques néologismes sont venus un peu d'eux-mêmes. Hein. Et donc je cherchais de pouvoir retracer précisément qu'est-ce qu'il s'était passé. Et donc pour aller vers cela, il me semblait donc intéressant de, de ne pas m'éparpiller dans toutes sortes de descriptifs et de, me, de ramener l'écriture à vraiment ce qui était vraiment propre à ce moment ou à cette personne. Euh, et ça aidait aussi peut-être voilà, à déterminer plus précisément voilà, ce qui est propre à chacun. Alors, il y a certains textes, notamment, enfin, il y en a un en particulier, le sac volé, qui est aussi non seulement le témoin d'une relation singulière, privilégiée, empathique entre vous et une cliente en particulier, mais qui est aussi une sorte d'entrée du monde extérieur dans le guichet, puisque dans l'histoire du sac volé, comme le titre l'indique, c'est une dame âgée qui s'est fait voler son sac et au fil de votre récit, qui tient en une page et demie ou 2 pages, on découvre qu'il y a eu tout un mécanisme de solidarité qui s'est enclenché autour d'elle, qui s'incarne presque dans le moment où elle vient chercher un peu d'argent de son compte alors qu'on lui a volé ses papiers d'identité, on lui a volé son sac. Mais comme vous la connaissez, il n'y a aucun obstacle à la dépanner en quelque sorte avec un versement, sa signature suffit. Et par ailleurs, dans la file du guichet, dans la file de la caisse du grand magasin où on lui a volé son sac, tous les autres clients ont payé ses courses. Et donc, il y a là petit à petit une sorte d'enchaînement de solidarité, comme si le bureau de poste était aussi le témoin de ce qui est bon chez l'être humain. Oui, et c'est gai d'avoir votre regard. Et oui, parce qu'à ce moment-là, le bureau de poste était vraiment vibrait. Je n'ai pas exagéré de dire ça. En tout cas, ceux qui étaient attentifs, c'est-à-dire la plupart, vibraient de ce qui se passait. Ils participaient à une certaine empathie et à une certaine solidarité avec ce cas malheureux de cette femme qui était vraiment tout affolée et désespérée. Eh bien, on sentait que la plupart des gens dans le bureau formaient groupe et qu'il y a comme ça une solidarité humaine naturelle, voilà, qui n'est pas réfléchie, qui est comme ça, d'instinct, et ça fait du bien de, de, de le vivre. Et au guichet, je suis en première ligne, et donc et c'est gai pour moi, c'est bon pour moi aussi de montrer que ce sont aussi d'autres personnes qui, euh, qui étaient là avec une main tendue pour essayer de secourir cette dame, tout simplement, hein, simplement. Mais ça, en fin de journée, quand on rentre chez soi, eh bien, on a envie de raconter l'histoire parce que c'est autre chose, c'est plus qu'une anecdote. C'est quelque chose qui a pu nous rejoindre, qui a pu me rejoindre et que je vais garder pour continuer la route.
On pourrait d'ailleurs dire pour l'ensemble des 30 textes que chacun d'entre eux est bien davantage qu'une anecdote, comme vous dites. Chaque fois, après la lecture de chacune de ces histoires, le lecteur se dit, tiens, dans le fond, c'est un portrait de notre humanité qui est fait, ce n'est pas un portrait d'un événement, ce n'est pas la narration d'un épisode dans la vie du quotidien. On part vraiment de l'individuel, du très particulier, pour arriver vers une sorte d'universel, un peu comme Simenon dans ses romans qui disait « je ne juge pas », mais en nous racontant, il nous rend meilleurs dans le regard que nous portons sur les autres. Et j'ai l'impression que c'est ce à quoi votre texte nous conduit. Voilà, tant mieux. Et, mais oui, il y a je découvre aussi cet endroit ordinaire voilà, qu'il y a une humanité qui se vit, qu'il y a quelque chose de beau dans l'humanité, qui se découvre petit à petit, parce que qu'est-ce que c'est l'humanité? C'est des rencontres très ordinaires où se vivent des choses ordinaires la plupart du temps, mais et on découvre par le fait de se parler, de se rencontrer, on découvre ensemble qu'est-ce que c'est l'humanité. Et en tout cas moi, voilà, c'est quelque chose selon moi, quelque chose de riche et qui se vit avec des moyens très, très ordinaires. Et c'est ça mon étonnement, comment peut-on vivre à travers des choses si simples, parfois à travers même un handicap, comment peut-on vivre des choses qui nourrissent nos journées alors qu'il ne s'est rien passé de particulier en soi. Voilà. J'aimerais, pour clôturer cet entretien, parce qu'on pourrait parler de chacune des histoires que vous racontez si bien, j'aimerais en évoquer deux. La première s'intitule Le Titanic, et le Titanic, c'est le nom que vous aviez donné avec votre collègue Guichetier à un des clients. Et j'aimerais que vous me racontiez cette histoire-là, parce qu'elle elle est très belle, elle n'identifie pas une... Enfin, elle identifie, elle fait le portrait d'une personne, mais elle fait le portrait d'un cheminement de résilience. Et j'imagine que la personne doit être un alcoolique ou un drogué et que vous observez avec une empathie, d'une charité, d'une générosité extraordinaire. Vous observez et vous vous réjouissez des moments où il s'en sort, puis il retombe et c'est normal, dites-vous. C'est une très très belle parabole finalement de ce qu'est la détresse de cet homme ou de cette femme. Oui, et, euh, et donc cette personne voilà, qui est un homme, et voilà, semblait effectivement être comme un bateau qui se prépare à se heurter à des icebergs. Il semblait y avoir quelque chose d'inéluctable. Et pourtant, cette personne semblait vraiment sincère. Et parce qu'elle disait, mais parce qu'elle était. Et, et donc, mon collègue et moi, on était touchés par une sorte de désir exprimé de s'en sortir, mais de ne pas y parvenir. Ça nous a touchés, ça. Euh, et, euh, et puis, avec le temps qui passe, quelques éclaircies et on peut s'en réjouir parce que être témoin de quelque chose, d'une éclaircie, l'autre le perçoit et on devient un peu complice de cette éclaircie. Et, et tout ça sobrement, sans grand discours, avec surtout des regards, un timbre de voix. Et, et voilà. Et l'absence de tout jugement aussi. Si. oui, parce que bon, ça n'aide pas à se rencontrer, mais
s'il fallait juger tous les gens et soi-même, on passerait la plupart de son temps à ça. Je vais lire quatre ou cinq lignes. Alors, elles sont typographiées comme s'il s'agissait de vers et pas de prose en continu. Alors, je vais vous lire ce que vous dites à propos de ce monsieur, donc dans la nouvelle qui s'appelle Titanic, Titanic étant le surnom que vous lui avez donné. Aujourd'hui, je suis heureux de ce que vous m'avez appris. Et là, j'ai l'impression que c'est une phrase qui peut s'appliquer à l'ensemble du récit, du livre d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis heureux de ce que vous m'avez appris, de ces regards échangés qui, en un instant, énergisent ma journée, de ce parcours au long cours que vous menez, sans trop savoir où vous allez, sans trop savoir si vous y arriverez. Et je trouve que c'est une belle manière de synthétiser à propos de cette nouvelle, finalement, l'exercice auquel vous êtes livré dans l'ensemble du livre. Cette démarche de ce que l'autre apporte. Oui, oui, et ça, c'est aussi ça la surprise pour moi de voir que cette personne qui semble vraiment fort démunie, eh bien, et véritablement, elle m'apporte quelque chose. Je ne saurais pas le définir clairement parce que peut-être que je vais continuer à découvrir ce que cette personne m'a appris et, et c'est quelque chose. Comment est-ce possible que des gens parfois si démunis, et nous sommes parfois très démunis, des personnes comme ça ont quelque chose à apporter et sans doute l'ignorent, quoi. Euh, et, euh, et c'est, voilà, il y a un petit côté mystérieux à cela et on ne maîtrise pas tout, heureusement, quoi. Voilà. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous évoquiez ce que vous a apporté comme cadeau à plusieurs reprises Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, quelqu'un qui se dit profondément inquiet, pour ne pas dire angoissé, doit tout vérifier, revenir au guichet pour vérifier si telle opération a été faite, mais ça a toujours été fait. Mais Monsieur Leclerc a cette particularité d'avoir une magnifique signature à mes yeux, quoi. Et véritablement, cette signature va tout à fait à l'encontre de son inquiétude et de ses tracas, parce qu'il y a quelque chose de vraiment délié dans sa signature. C'est un petit chef-d'œuvre, selon moi. C'est la plus belle signature que j'ai rencontrée jusqu'à présent. Et et il voyait que Monsieur Leclerc, que j'avais plaisir à le voir signer. Je lui ai fait part de pourquoi j'aimais sa signature. Et voilà, je la trouvais faite en 3 temps. Et, et voilà, peut-être aussi un petit côté mystérieux. Pourquoi cette signature a été pour moi comme une récréation dans ma journée. Euh, on peut être en même temps inquiet, parfois angoissé, et avoir une magnifique signature qui fait du bien à d'autres personnes. Je trouve ça un message heureux. Alors, je vais lire les 3 temps, hein. Donc, je vous lis. Elle a lieu, cette signature, en 3 temps. Votre trait d'abord s'élance avec fougue et panache, puis revient aussitôt à son point de départ et tout à coup s'immobilise. Cet arrêt subit à chaque fois me surprend. Un léger temps d'arrêt plus tard vient comme une délivrance. Votre trait se libère et se répand en une détente gracieuse, tel un cours d'eau cascadant dans sa vallée. Au 3e temps, le point. Il prend la forme d'un trait précis, ajusté, point d'équilibre et d'harmonie. Quel cadeau magnifique ce monsieur Leclerc vous faisait à chacune de ces visites, et quel cadeau formidable vous nous faites avec ce livre que vous nous donnez à lire. Et c'est ainsi que je voudrais terminer cet entretien, Benoît Issette, en rappelant donc le titre de votre recueil,
brefs portraits glanés dans un bureau de poste, mais réécrits avec une belle écriture et de très belles manières, les carnets d'un guichetier ou l'étonnant ordinaire. Et c'est une publication qui a été soutenue par Bipost, qui était votre employeur à l'époque. Je pense que vous avez changé d'emploi depuis lors, mais ça n'a rien à voir avec cela d'ailleurs. Et je trouve que c'était aussi une belle manière pour un organisme de service public de montrer que derrière le service public, il y a des regards, un cœur, il y a une attention, une empathie pour l'autre, et que je pense que dans les moments difficiles que certains d'entre nous traversent, c'était tout à fait important. Oui, Merci Benoît Issette. merci beaucoup, Jean Joniot. À très bientôt pour le prochain livre peut-être. Merci.